T'as été malade? Ah, pour le mieux, j'ai cru que. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. Ok, alors, donc je vous ai envoyé sur mon bureau numérique le fichier chapitre 11. Je viens de vous le mettre ici. Donc, attends, ah oui, si je vous partage mon écran, c'est mieux. Donc, voilà. Je vous ai mis ici, normalement, dans les partages de fichiers, vous devez avoir accès au fichier aussi, pour ceux qui ne l'ont pas. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on fait le chapitre 11, d'accord? Vous allez voir, c'est un chapitre pas très 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 compliqué. C'est plutôt du court. Et à partir de là, une fois qu'on aura fait le chapitre 11, je vous donnerai pas mal de boulot, enfin pas mal de boulot, quelques exos à faire. Je vous donne ça dans l'après-midi, juste après, ou dans la soirée, avec une liste d'exercices à faire pour finir la semaine. D'accord? Donc on n'aura qu'une seule visio. Donc mercredi matin, pas de visio. D'accord? C'est noté pour tout le monde. Pas de visio mercredi, mais vous avez l'équivalent d'au moins 1 heure de travail normalement si vous faites correctement les exercices. Alors, on y va. Donc, chapitre 11, en fait, on va rentrer un peu dans. Jusqu'à maintenant, en chimie, on a juste parlé des solutions, des solutés, etc. Mais on n'a pas commencé à parler de l'atome en soi. Donc là, on va commencer à parler un petit peu de l'atome. Alors déjà, première chose, euh, on va parler de qu'est-ce qu'une espèce chimique, qu'est-ce qu'une entité chimique. Une espèce chimique, en fait, c'est quelque chose, par exemple de l'eau, c'est une espèce chimique. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on appelle quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu? Enfin, l'échelle à l'œil nu. C'est l'opposé de microscopique en fait. Est-ce qu'il y en a un qui a une idée? Vous pouvez parler, hein, prenez le micro, normalement vous y avez accès. Quelqu'un? Oui, non, personne? Ok, donc c'est quelque chose de macroscopique. Quand on parle pas, en fait, quelque chose de macroscopique, c'est quelque chose macroscopique. C'est, par exemple, vous regardez, je sais pas, de la glace, de manière macroscopique, on voit que c'est un solide. Par contre, si on commence à prendre un microscope et qu'on va commencer à regarder très précisément les cristaux, etc., on ne voit pas la même chose. Donc, quand on regarde avec un microscope, bah, comme son nom l'indique, on parle de microscopique. Ok? À l'opposé de macroscopique. C'est bon? Pas de questions pour le moment? On continue? Donc, à l'échelle macroscopique, par exemple de l'eau, bah, vous voyez ce que c'est dans un verre d'eau, quoi. Par contre, si on commence à regarder l'eau au niveau microscopique, avec un microscope, on voit autre chose. Et on peut voir, par exemple, des atomes, des molécules ou des ions. Alors qu'on dit on peut voir, hein, c'est pas qu'un microscope de SVT que vous verrez ça. Oui, je l'ai envoyé et elle est disponible dans les fichiers normalement sur là. Mais je vous l'ai envoyé déjà, avec les trous. Alors, quelle est la plus petite chose la plus petite entité chimique qu'on connaisse? C'est ce qu'on appelle un atome. Ça, vous l'avez déjà vu en collège. Il n'y a rien de nouveau pour vous. Par contre, vous avez dû voir peut-être d'où ça venait, atome. Est-ce que quelqu'un se rappelle pourquoi ça s'appelle un atome? Ouais, non? Non. Une molécule, c'est plusieurs atomes. Ouais, alors les éléments atomiques, en fait, c'est les différents atomes qu'on range, mais pourquoi est-ce qu'un atome, ça s'appelle un atome? Pourquoi on n'a pas appelé ça, je sais pas moi, une briquette ou visiblement personne ne sait. Donc ça vient du grec. D'accord, tomos, ça veut dire qu'il peut être coupé, et atome, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas être coupé. Donc philosophiquement, en fait, ça fait des siècles hein, qu'on y pense. Enfin, même bien avant Jésus-Christ, il y avait des gens qui se disaient la matière. Bah, par exemple, si je prends un bout de bois, je le coupe, je dois avoir un truc un peu plus petit bout de bois, et puis il s'est dit, bah, on continue à couper, on continue à couper, on continue à couper. Il arrive un moment où il se dit, en fait, on peut plus couper, puisque c'est le truc le plus petit qui existe. Et ce truc qu'on ne peut pas couper, en grec, ça se dit atome. De là que vient le mot atome. Donc en fait, cette notion d'atome, on la connaît depuis des millénaires, mais c'est vraiment il y a une centaine d'années vraiment qu'on a commencé à voir quelle était sa structure, etc. D'accord? En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les Grecs
de manière un peu philosophique, on dit, ok, l'atome, c'est certainement un truc qui existe, d'accord? Alors, eux, ils visualisaient ça un peu comme des sortes de petites boules avec des petits crochets qui s'accrochaient entre eux. Et c'est pour ça que c'est de là que vient l'expression avoir des atomes crochus, si vous connaissez, d'accord? Et du coup, ils pensaient à un truc comme ça, et puis bien plus tard, on a compris que c'était un petit peu différent. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'atome, c'est quelque chose qui est microscopique, qui constitue la matière. Et surtout, la chose qui est extrêmement importante là-dedans, c'est que l'atome est électriquement neutre. Donc on en reviendra dessus. C'est-à-dire que électriquement, il y a autant de plus que de moins. Ça, vous l'avez déjà fait, effectivement. Le noyau, il est positif et les électrons sont négatifs. Ça, vous l'avez déjà fait au collège. Alors, du coup, si on assemble les atomes de la même manière qu'avec des Legos, vous pouvez fabriquer différentes choses avec des Legos, bah, en chimie c'est pareil, avec des atomes, vous pouvez faire des molécules. Donc, une molécule, c'est une entité chimique qu'on peut faire, qu'on peut constituer avec deux atomes au minimum. Par exemple, NaCl ou d'autres choses, encore NaCl c'est un peu spécial, mais bon. H2O, c'est trois atomes. D'accord? Donc c'est des molécules. Donc mélangez pas, un atome, c'est le truc le plus petit, c'est la brique de base. La molécule, c'est l'assemblage des briques de base, etc. Et dernière chose, il existe des atomes qui, eux, perdent ou gagnent des électrons. Alors ça peut être des atomes ou des molécules. On appellera ça des ions. Et dans la famille des ions, il y en a deux sortes. Il y a les ions positifs qui ont donc du coup perdu des électrons, parce que les électrons étant négatifs. Alors on va faire un petit dessin parce que vous allez mieux comprendre. Imaginons qu'on ait un atome. On attend que ça charge. Allez, dépêche-toi. Bon, il veut pas. Eh bien, allez. Alors, oui, donc un atome, c'est en gros un noyau au centre, d'accord? Alors on reviendra un peu plus tard dans le noyau, dans ce que c'est, avec des électrons qui tournent autour. Mais si vous avez 3 plus au centre, vous avez forcément 3 moins qui vont tourner autour, d'accord? Alors, quand je dis tourner autour, hein, c'est une image. C'est plus complexe que ça. Mais ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que les électrons sont négatifs. Les électrons sont négatifs et les noyaux sont positifs. Donc là, par exemple, si vous regardez, il y a 3 plus, 3 moins, c'est égal, donc c'est neutre. Donc c'est un atome. Mais maintenant, imaginons que, pour une raison ou une autre, on reviendra plus tard dessus, ici cet électron-là disparaisse. Donc là, on se retrouve avec 3 plus et 2 moins. Donc finalement, c'est plus neutre, ça devient positif, c'est les plus qui l'emportent. Et comme c'est plus neutre, ce n'est plus un atome, ça sera un ion. Et comme ion, c'est un ion positif, et donc un ion positif, c'est un cation. De la même façon, si votre électron y revient et qu'on lui donne un autre électron en plus, on va se retrouver avec un atome qui a plus d'électrons que de plus, donc de charge plus, qu'on appelle des protons dans le centre. Ça devient un ion négatif, et un ion négatif, c'est un anion. Ouais. Aïe, qu'est-ce qui lui arrive à Louis? C'était prévu, Louis, ou il y a eu quelque chose? Ah, je remets. En gros, Bonjour monsieur, désolé pour le retard. Je pouvais ouais, pas pas me de souci, connecter. l'idée. Donc, je disais, Maëna, ouais, ici, quand tu rajoutes les moins, ici, les moins, par exemple, tu as 4 moins pour 3 plus. Donc, c'est bien les moins qui l'emportent. Et du coup, ça devient un ion, puisqu'il n'est pas neutre. Mais c'est un ion négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de moins que de plus. Donc, du coup, il devient un anion. Ouais. Ok, donc personne ne sait ce qu'il a, Louis. Bon, d'accord. Bon, donc on continue. Alors, je vous ai dit, ici, un anion est chargé négativement. Par exemple, Cl-, c'est un anion.
positivement, c'est les cations, Na+, et une molécule, elle peut être aussi ionique. Il n'y a pas de tiret là. Elle peut être aussi ionique. Par exemple, SO4 c'est une molécule qui a perdu des électrons. Dans ce cas-là, c'est plus complexe que ça, la charge, elle peut se déplacer, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir que ça existe. Alors, première chose, donc la matière, c'est ça qu'il faut vous retenir en majorité. Monsieur, j'ai une question. Oui, Ça vient de. ça vient de. Tout ce que vous avez dit, que j'avais très entendu. Il a rien compris, ça saute, recommence. Ça vient de où le mot atome? Ça veut dire quoi en fait? Du grec, j'ai dit tout à l'heure. Alors, je sais plus si c'est tomato ou, enfin je sais plus. Bon bref, de mémoire, hein, je dis peut-être des bêtises, mais en fait ça c'est atome, ça s'écrit comme ça en grec, atomos. En fait, tomos, ça veut dire couper, et A, c'est un A qu'on appelle en français, on appelle ça un A privatif. Par exemple, un analphabète. Un analphabète, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'alphabet. Donc, analphabet. D'accord je sais pas, il y a plein de mots qui commencent par A et en fait qui disent que c'est l'inverse. Donc, en fait, ne peut, quand c'est atomos, c'est-à-dire ne peut pas être coupé. Ne peut, il ne peut pas être coupé. Donc, comme il ne peut pas être coupé, bah, on a dit atomos, on traduit ça en français en atome. Ok? Alors, pour en revenir à notre cours là, la matière, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est extrêmement important, elle est toujours neutre. Quand vous touchez un truc, vous ne pouvez pas vous électrocuter. Si vous vous électrocutez, c'est qu'on est en train de faire circuler un courant dans le truc. Alors, ça c'est vrai de manière globale, mais il peut y avoir des exceptions. Par exemple, quand vous enlevez votre pull. Quand vous enlevez votre pull, le pull devient électriquement chargé parce que ça colle vos cheveux, etc. Pareil, si vous frottez un ballon de baudruche sur votre tête, il va coller au plafond, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Si vous frottez votre ballon de baudruche sur la tête, bah, vous allez voir votre ballon et vous pouvez le coller au plafond. Pourquoi? Parce que localement, vous lui avez arraché un petit peu d'électrons. Donc là, la matière, elle est chargée, mais très très localement et beaucoup en surface. Par contre, si on regarde vraiment à l'intérieur du plastique ou à l'intérieur de votre pull, la matière, elle est toujours neutre. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. La matière est toujours neutre. C'est-à-dire que dès que vous touchez un objet physique solide, cet objet physique solide est toujours neutre. D'accord? Un liquide, c'est pareil, tu me diras. Ok? Donc retenez qu'électriquement, c'est toujours neutre. Ça veut dire que chaque échantillon qu'on peut toucher est toujours neutre, mais s'il est neutre, ça veut donc dire qu'il y a toujours autant de plus que de moins. Donc par exemple, si vous prenez de l'eau, enfin pas de l'eau, mais par exemple de l'eau salée, elle contient des Na+, et des Cl-, ce que je vous explique ici. Il y aura toujours autant d'ions Na+, que d'ions Cl-. Parce que l'eau, elle doit toujours être neutre, enfin le liquide doit toujours être neutre. D'accord? Et quand vous allez faire évaporer l'eau, les cristaux de sel qui vont apparaître, en fait, ils vont se combiner entre eux de manière à faire ce qu'on appelle un solide ionique, qui lui aussi est neutre. Donc, je vais faire un petit dessin pour expliquer ça. Je vous laisse recopier juste ça pour ceux qui n'ont pas fini de corriger. C'est pas neutre, hein, c'est neutre. Donc, globalement, donc, je fais un petit dessin pour expliquer. Imaginons que vous ayez un verre d'eau. Dans ce verre d'eau, vous savez que c'est de l'eau salée. Si c'est de l'eau salée, c'est de l'eau qui contient des Na+, et des Cl-. Si vous avez dans votre eau 3 Na+, vu que tout objet que vous pouvez toucher est toujours électriquement neutre, bah ça veut dire que des Cl-, en fait, il y en aura aussi 3. D'accord? Je vais noter comme ça plutôt. Il y a toujours 3. Il peut y en avoir 4. Si vous en avez 4, ça ne serait pas neutre. D'accord? Ce qu'on appelle l'électronégativité. Ça, c'est toujours vrai. Alors, maintenant, si on réfléchit un petit peu, hein, imaginons que, en fait, ce qu'on met dans l'eau, c'est pas du NaCl, c'est du CuCl. Sauf que Cu, lui, c'est du Cu2+. Bah, imaginons que j'ai 2 Cu2+ dans l'eau.
Combien il faudra de Cl- dans l'eau, à votre avis? Si j'ai 2 4. Cu. Ouais, c'est ça, il en faut 4. Il en faut 4 parce que votre solution, elle doit toujours être neutre. Donc si ici, vous avez 2 plus, plus 2 plus, ça fait 4 plus dans la solution. Vous devez avoir 4 moins, donc 4 Cl-. D'accord? Et ça, c'est toujours vrai. Quand vous fabriquez une solution, les ions sont toujours à l'équilibre. Il y a toujours autant de plus que de moins. Sauf grand cas particulier, mais pour le lycée, ça suffira très bien de dire ça. On est bon? Et donc, oui, j'ai oublié de terminer. Imaginons qu'on enlève l'eau. Si on enlève l'eau, l'eau s'évapore, on fait chauffer ce truc-là. Ici, les molécules vont s'arranger entre elles, mais elles vont pas se mettre n'importe comment. Par exemple, si on prend NaCl, en fait, NaCl, il va se mettre comme ça. Il va se mettre sur un cube. Les atomes vont s'arranger entre eux, et en fait, le Cl- va venir ici. Ce qui fait qu'en fait, il va y avoir des attractions. Les Cl- vont être loin, et les Na+ vont s'attirer. D'accord? Ils vont s'arranger sur des cristaux. C'est pour ça que le sel, ça fait des cristaux. Ça se met pas n'importe comment. Cl-, et là, c'est un Cl-. D'accord? Donc, du coup, ici, ils vont tous s'arranger entre eux de manière à faire, en fait, ce qu'on appelle un solide ionique. Ça reste des ions, mais qui sont attirés mutuellement entre eux. Et du coup, vu que les plus et les moins s'attirent, ils s'attirent mutuellement. Et comme les moins et les moins se repoussent, ils ont tendance à se repousser, mais vu que lui est le Cl- ici, il est plus proche que du Na+ que du Cl-, il n'y a pas de problème. C'est stable. C'est pour ça que les cristaux de sel, en fait, si vous regardez avec un microscope du sel, en fait, c'est pas un bordel, c'est des cristaux. D'accord? Je vous montre ça, cristaux sel. NaCl. Image. Si on regarde au microscope, on obtient des petits trucs comme ça. Voilà. Donc les atomes, en fait, ils s'organisent comme ça, selon des cubes comme ça. Plein de cubes. D'accord? Et donc on regarde au microscope, un microscope de sel, ça fait des petits cubes comme ça, des microscopiques petits cubes. On est bon? Bon, là, normalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau à part le fait que vous savez que la matière est neutre. Bonjour Hugo. Alors, on continue. Et là, on va passer vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un atome? Donc un atome, on l'a dit tout à l'heure, c'est constitué d'un noyau et d'électrons. Je vais y arriver. D'accord? Et évidemment, si c'est un atome, il y a toujours, comme c'est neutre, il y aura toujours dans le noyau autant de plus que de moins. Ça, vous l'avez vu l'année dernière. Par contre, ce que vous n'avez pas vu l'année dernière, c'est que le noyau. Alors, déjà, première chose, la taille d'un atome, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Donc, pour vous donner une ordre de grandeur, 10 puissance moins 10, ça fait ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je me donne trop. Il y a un zéro de trop. Mais voilà, ça fait ça en mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Sachant que 1 mm sur votre feuille, ça fait ça. Donc ça fait 1 million de fois. 10 millions de fois plus petit que votre millimètre sur votre règle. Donc l'atome, c'est quelque chose qui est extrêmement petit. L'année dernière, vous avez vu parler des noyaux et des électrons. Par contre, on ne vous avait pas forcément dit que le noyau était était composé de deux particules, ce qu'on appelle les neutrons, qui, comme leur nom l'indique, sont neutres, et les protons, qui sont positifs. Si vous vous en rappelez plus, retenez P proton, ça commence par un P comme positif. D'accord? Donc un noyau, vous avez le schéma ici, en fait c'est tout simple, hein. C'est très imagé, mais c'est pas comme ça en réalité, mais on va simplifier en disant que c'est comme ça. Le noyau au centre, il est constitué de petites sphères qui seraient des neutrons et des protons. Je ne vais pas dire des sphères puisque c'est pas comme ça, mais bon, pour simplifier, c'est ça. Donc au centre, on a des protons et des neutrons, et les électrons tournent autour. D'accord? Et par contre, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que l'électron, il est 10 000 fois plus petit qu'un proton. L'électron, c'est rien, c'est un truc microscopique par
par rapport à un proton. Il est beaucoup, 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 beaucoup plus petit. Donc finalement, si on regarde la masse totale de l'atome, c'est-à-dire on prend la masse totale de l'atome, les électrons plus les protons, bah, c'est comme si je pèse votre voiture et que je pèse la voiture avec de la poussière et la voiture sans la poussière. On est d'accord que la différence de masse, elle ne va pas être énorme. Bah, c'est pareil pour les électrons et le noyau. L'atome, en gros, lorsque vous le pesez, vous prenez sa masse avec les électrons, c'est quasiment la même chose que la masse du noyau, parce que le noyau est beaucoup, beaucoup plus lourd. Donc en fait, la masse d'un atome est quasiment identique à la masse de son noyau. En fait, la différence, elle va jouer au millième, au 10 millionième, 10 millième, pardon. En gros, ça va jouer sur une voiture, ça jouerait peut-être quelques grammes sur une, enfin, je sais pas, allez, on va dire 100 grammes sur la tonne de la voiture, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement petit. Et donc, la taille d'un noyau, et autre chose qu'il faut retenir, que le noyau, là, le schéma, il n'est pas du tout à l'échelle, parce que le noyau, il est 100 000 fois plus petit que la taille globale d'un atome. D'accord? Donc en fait, un atome, il est constitué en très grande majorité de vide. Et ça, c'est extrêmement important de le retenir. Si je faisais un schéma à l'échelle, un atome, ça serait, imaginons que ça soit mon atome. Au noyau, j'aurais mon noyau qui serait au centre là. Un tout petit point microscopique au centre. Et puis il y aurait des électrons qui se baladeraient un petit peu partout, mais globalement, ce serait quasiment que du vide. Donc si je vous téléporte, je vous mets plus petit qu'un atome et je vous envoie dans un atome, vous n'avez quasiment aucune chance de tomber sur un proton ou sur un électron. Vous allez être dans du vide. La matière, elle est faite de vide, en très grande partie. Et on dit que la matière, elle est lacunaire. Je ne l'ai même pas écrit, tiens, on va l'écrire. Donc la matière est lacunaire. Pourquoi je l'ai enlevé? Je ne sais pas. Lacunaire, ça veut dire qu'elle est faite de vide. En majorité. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, je vous rappelle les tailles et les masses des particules, hein, des protons, etc. C'est pas à savoir par cœur. Ce tableau-là, c'est marqué pour information parce que c'est pas à savoir par cœur. Mais si vous voulez regarder, un électron, il est chargé négativement, il est 1-, on le note E-. Si vous regardez sa masse, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 28. Donc ça fait 28 chiffres après la virgule. Enfin, 0,0000000, comme ça 28 fois enfin 27 fois jusqu'à 9. Le proton, lui, il a quasiment la même masse que son copain, le neutron, sauf que le proton, il est positif et le neutron, il est négatif. Mais par contre, on voit qu'il est beaucoup plus lourd que l'électron. Et il est aussi beaucoup plus gros. D'accord? Bon, est-ce qu'on est bon toujours? Monsieur, l'atome, il est composé de quoi déjà? De J'ai pas le temps vide, d'écrire. majorité de vide. En fait, bon, je reprends un schéma, on va faire un schéma quelconque. Dans la. Quand vous regardez la télé, que vous regardiez. Grand A par 2. De quoi? J'ai pas le temps d'écrire la partie A du grand 2. Partie A du grand 2. Tiens. Tac. Alors, je vais faire un petit schéma pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je te laisse écrire. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon, c'est fini. C'est bon. Ok, alors. Jusqu'à maintenant, on a dit qu'un atome, en fait, c'est constitué d'un noyau. Le noyau, en fait, si vous voulez, c'est constitué de petites boules. Alors, si quelqu'un m'entend, voit la vidéo sur YouTube et qui m'entend dire des petites boules, il va faire une crise cardiaque. Mais pour simplifier, on va dire que c'est des petites boules, d'accord? Donc, c'est des boules neutres, ce qu'on appelle des neutrons.
Donc de neutrons, il y en a 2, 3, 4, ça dépend des atomes, il y en a plein. Et des fois, il n'y en a pas même. Et 2 protons. D'accord? Imaginons qu'ici, je fasse 4 protons. Ça, c'est mon noyau. Le noyau, en gros, c'est ça. D'accord? C'est l'agglomérat entre les neutrons et les protons. Ici, j'ai 4 protons, donc j'ai 4 petites charges plus, en fait. Les neutrons, étant neutres, comme l'on en indique, ne comptent pas. Donc, du coup, si j'ai 4 protons, je dois forcément avoir 4 électrons qui vont tourner autour de mon atome. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Alors le truc maintenant, c'est que ces 4 électrons qui tournent autour du noyau, alors je vais enlever les trajectoires parce que c'est le bordel. En fait, en réalité, c'est pas du tout à l'échelle. Si on le faisait à l'échelle, le noyau il serait microscopique comme ça. Si on faisait une petite boule autour du noyau, l'électron il serait peut-être ici, quoi. D'accord? Donc c'est vraiment, en majorité, si vous regardez dans un atome, alors si on fait on fait en gros à l'échelle, si je prends un truc au centre, si je prends à l'échelle, ici, ça c'est mon noyau, mes électrons, en fait, ils vont se tourner, mon atome, en fait, c'est tout ça. Bon, en réalité, les électrons, ils vont peut-être être là, il y en a peut-être avoir un là, un là, un là, un là. Mais globalement, en moyenne, on voit que quasiment toute ma page est blanche. En majorité, c'est du vide. Donc un atome, en très grande majorité, c'est du vide. À 99,9% vide. Donc quand vous prenez une feuille de papier, vous prenez même un caillou, vous prenez un morceau de métal, ce morceau de métal est en grande majorité fait de vide. Et encore heureux, parce que s'il n'y avait pas de vide, la matière, elle serait énormément beaucoup plus lourde. Il faut bien comprendre que si vous enlevez le vide de la matière dans une cuillère à soupe, vous avez en gros la masse d'une montagne entière dans une cuillère à soupe. D'accord? Donc ça, c'est ce qui a lieu par exemple dans les étoiles à neutrons ou dans les trous noirs, etc. Il y a des masses extrêmement colossales. Ok? On est bon jusqu'à là? Est-ce qu'il y en a qui sont paumés là? Ya, nine. Ok. T'es paumé, Guédé, ou ça va? Ça va? Ok. Bon, alors, dernière chose, maintenant. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà vu l'année dernière que... Ok. Alors, que l'atome, en fait... Alors, les ions, c'est juste, en fait, des atomes qui perdent ou qui gagnent des électrons. Parce que, par exemple, si... attends, on va prendre une nouvelle page. On va refaire un schéma. Donc, vous avez le noyau qui contient 3 protons. Vous avez vos électrons qui vont tourner autour. D'accord? Si j'enlève cet électron-là, boum, boum, du coup, on se retrouve avec un atome qui contient 3 plus et 2 moins. Donc, on voit que finalement, c'est les plus qui l'emportent. Donc, il nous reste un plus. Donc, comme c'est un plus, c'est plus un atome, c'est un ion. Et vu que c'est un ion positif, on dira que c'est un cation. C'est juste ça. D'accord? Inversement, si on lui rajoute un quatrième électron, bah, ici, on se retrouve avec 4 électrons. Donc 4 moins. Donc du coup, ce qui gagne, c'est les moins, on devient négatif. C'est toujours un ion. On appellera plus ça un cation, on appellera ça un anion. C'est bon? C'est plus clair, Guédé? Et donc, on en arrive à l'écriture. Attends, non, car... Vas-y. Tu peux parler, hein, Guédé, si tu veux pas t'amuser à taper. En fait, pas de connexion, du coup, je vous entends pas du tout. Ah merde. Bah, tu regarderas la Genre, vidéo je sur vous entends une YouTube. fois sur deux. Tu regarderas la vidéo sur Ouais, YouTube, ouais. d'accord? Ok. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai au moins 15 vues hein, sur mes dernières vidéos, donc même pas. Donc, quand je dis 15, je suis gentil. Hein. Je dois avoir 3 vues sur la vidéo, donc de toute façon, allez voir les vidéos sur YouTube, tout est normalement en qualité normalement optimale, théoriquement. Euh, Oui, alors ceux qui entendent, oui, sinon non. Bon, alors, dernière chose qu'on n'a pas vu maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut les noter. Ah, j'espère, ouais. Je suis pas près d'être riche. Hein.
Je sais pas comment on peut faire pire, mais si tu le dis. Alors, imaginons maintenant, vous savez très bien faire la différence entre un morceau de fer et un morceau d'or. Enfin, à vue de nez, à vue. Enfin, comme ça, vous voyez, c'est plutôt si c'est de l'or ou si c'est un morceau de carton, quoi. Ou un morceau de pierre, quelconque. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre un atome d'or et il y a une différence entre un atome de cuivre. Comme il y a une différence avec un atome de fer, avec une différence avec un atome d'oxygène, avec un atome d'hydrogène. Donc, chaque atome est caractérisé, en fait, par son nombre de protons. Oui, on reverra ça en classe, hein, mais ne t'inquiète pas. Pourquoi on dit pas à vue d'œil? Ça se dit pas? Bon, bref, tu le dis. Alors, imaginons maintenant qu'on prenne notre ami un atome. Euh, je vais prendre cet atome, un atome simple, d'accord? Donc je vais prendre un atome, par exemple celui-là qui contient 2 protons et 2 neutrons. Si c'est un atome, il y a forcément 2 électrons qui tournent autour, parce qu'il est neutre. D'accord? Donc 2 protons, 2 neutrons. Donc ça c'est le noyau. Et 2 électrons qui font que l'ensemble est neutre. Donc c'est bien un atome. D'accord? Le problème, c'est qu'imaginons que je veux décrire cet atome à quelqu'un, mais de manière rapide. Imaginez les scientifiques. Ils vont pas dire, alors je prends un atome qui contient 17 protons et 37 neutrons et 17 électrons, c'est extrêmement fatigant. Donc il a fallu qu'on invente une méthode pour noter ça. Donc première chose, la méthode elle est très simple. On va déjà noter en bas à droite, ici, donc on va prendre notre atome, en bas à droite de l'atome, on va noter le nombre de protons. Donc ici, j'en ai 2. Tac. Ensuite, au-dessus, je vais noter le nombre de trucs qu'il y a dans le noyau. C'est-à-dire que je vais compter tout ce qu'il y a dans le noyau. Dans le noyau, il y a 2 protons, 2 neutrons, donc ça fait 4. D'accord? Ce qu'on appelle le nombre de nucléons. Les nucléons, si vous voulez, c'est la famille des protons et des neutrons. Comme vous êtes des élèves, et parmi les élèves, il y a des filles et des garçons. Mais vous êtes des élèves. Il y a 36 élèves dans une classe. Je ne sais pas combien de filles, on va dire 18 et 20 garçons. Et 19, j'ai combien? 18, 18 garçons. Vous êtes 36. Ça, c'est les élèves. Bah, là, c'est pareil. Dans les nucléons, j'ai 2 protons, 2 neutrons. Donc maintenant, j'ai 2, 4. Je sais que c'est. Et maintenant, il faut que je donne un nom à cet atome. Et pour le nom, ce qui va définir le nom de l'atome, c'est uniquement son nombre de protons. Donc comment je vais faire? Je vais dans mon livre, je vais aller voir dans mon tableau périodique des éléments. Bon, je le connais, hein, me faites pas, je sais très bien c'est quoi comme atome. Mais bon, on va quand même aller regarder ensemble. Le tableau périodique des éléments, tac, on va regarder qu'est-ce qui contient 2 protons. Donc je prends mon tableau périodique des éléments. Bon, c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Et ici, je vais regarder qu'est-ce qui contient 2 protons. C'est noté ici, 2. C'est de l'hélium. Donc je vais noter comme ça mon atome, He. Donc en notant l'atome comme ça, He2, 4, je sais que j'aurai 2 protons, que j'aurai 4 nucléons. Et comme je sais que j'ai 2 protons, j'en conclus qu'il y a 2 protons et 2 neutrons. D'accord? Et comme l'atome est neutre, je sais qu'en plus, il y aura forcément 2 électrons, parce qu'il est neutre. Ouais. Alors, on peut prendre par exemple l'exemple du carbone 14. Si on prend l'exemple du carbone 14, qui se note comme ça veut dire qu'ici j'ai 6 protons, ici j'ai 14 nucléons, donc, et vu que je sais donc les 6 protons, plus les 8 neutrons, ça fait bien 14 nucléons. Alors, on ne le note pas, mais comme c'est un atome, pardon, il est neutre. Donc il y a aussi 6 électrons, puisqu'il est neutre, et que c'est les protons qui sont positifs, pour rappel. Est-ce que j'en ai perdu? Il est où? Il est là. Il est là, on va faire comme ça. Ah oui, peut-être.
c'est possible. Bon, alors, est-ce qu'il y a des Monsieur, questions? Oui, je comprends pas très bien proton, neutron, nucléon, tout ça. Là, je confonds un peu tout. Je sais pas comment. Hein, je confonds un peu tout. ok, bon, on va reprendre très rapidement. D'accord, on va prendre un exemple. Je sais pas si on peut prendre l'oxygène. Alors, en fait, ouais, si je vous donne que le nombre de protons, effectivement, pour savoir quel atome on parle, il faudra aller voir dans le tableau. Mais avec l'habitude, vous allez voir, il y en a qui rentrent tout seuls. D'accord? Par exemple, on va prendre l'oxygène, un des atomes les plus courants. En gros, mais je ne les connais pas tous, hein, je ne connais pas tout le tableau périodique. Il y en a certains que je connais par cœur, évidemment. Donc imaginons qu'on prenne l'oxygène. O8, 18, par exemple. Ici, le O, il est lié au fait que c'est 8. Si ça avait été 9, ça n'aurait pas été du O. Si ça avait été 7, ça n'aurait été pas du O non plus. Comme c'est 8, c'est de l'oxygène. Donc c'est pour ça que des fois, il y a carrément des livres où on vous le cache, le 8. Parce qu'en fait, ils considèrent que vous savez que c'est 8. Alors ça, pas au collège, hein, pas au lycée, pardon, évidemment. Mais dans le supérieur, des fois, le carbone 14, on le note comme ça. Parce qu'on sait très bien qu'ici, c'est un 6. Mais comme on va pas s'amuser à prendre du temps à écrire 6, on écrit juste comme ça. Par contre, le truc là, celui qui est là, il peut varier. On en reparlera plus tard. Ça peut prendre des fois 12, des fois 13, des fois 14, des fois 15, mais ça restera toujours du carbone. Donc il y aura du carbone 12, du carbone 13, du carbone 14, du carbone 15. On en reviendra un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Et donc, pour revenir à notre oxygène là. Notre oxygène ici, faut l'apprendre par cœur, il n'y a pas d'autre possibilité. Ce chiffre en bas à gauche ici, c'est ce qu'on appelle le nombre Z, c'est le nombre de protons. Ce qu'on appelle le numéro Oui. atomique. Ouais, ça je savais, ouais. Ok. Ici, 18, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. On l'appelle A. C'est le nombre de masse. Pourquoi on appelle le nombre de masse? Parce que c'est ça qui donne la masse à l'atome. C'est le nombre là. En gros, si on s'occupe que des protons, bah, les neutrons, ils sont quand même là. Donc, ils donnent quand même de la masse à l'atome, parce qu'ils sont aussi gros que des protons. Donc, on est obligé d'en tenir compte pour peser l'atome. C'est pour ça que 18, c'est le nombre de masse. Et le nombre de masse, il correspond au nombre de nucléons. Les nucléons, je vous l'ai dit, c'est comme les élèves. Dans les Oui. nucléons, c'est une famille qui contient les protons et les neutrons. Les De la même façon que des élèves, il y a des filles électrons, je sais pas. et des garçons. C'est bon? Et donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez tout. En fait, en écrivant O18, O8, 18, je sais que l'oxygène, il contient 8 protons, qui contient du coup 18 moins 8, donc 10 neutrons, et il contient aussi 8 électrons, puisque c'est un atome qui est neutre. Ici, j'ai pas de charge, j'ai rien. Donc si j'ai rien, c'est que c'est un atome. Si c'est un atome, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Ouais? Ok, c'est bon, ouais, c'est bon, nickel. Plus clair? Ok, super. Ouais. Les autres, des questions? Pas de questions? Donc là, je vous disais dans le cours, hein, soit on note, par exemple, O612 pour le carbone, C612 pour le carbone, ou C12 tout simplement. D'accord? De toute façon, je vais vous donner des exos, il n'y a que comme ça que ça rentrera. Vous allez voir. Alors, le type d'exo que je peux vous donner, et dans le prochain contrôle qui va pas trop tarder d'ailleurs, oui, il faut s'entraîner, ouais. C'est pour ça que je vais vous donner des exos. Ça sert à rien de faire des visios si vous vous entraînez pas par vous-même, de toute façon. En fait, ce que je peux vous donner, par exemple, c'est des tableaux. D'accord? Si je vous dis, je vous mets un tableau, je vous dis ça, je peux vous demander le nombre de protons, le nombre de neutrons, le nombre d'électrons. Et du coup, ça va tout seul. Là, on voit que le nombre de protons, ça va être 6. Le nombre de neutrons, bah, c'est 12 moins 6, parce que là, c'est l'ensemble des nucléons, et là, c'est que les protons. Donc, c'est 6. Et vu que c'est neutre, c'est 6. D'accord? Alors après, on peut compliquer un petit peu les choses. Imaginons qu'on prenne un atome, je sais pas moi, l'oxygène, 8, 16, et je mets un 2 moins. Du coup, c'est plus un atome, ça devient un ion. On est d'accord? Et on voit que c'est un ion négatif, donc on peut même dire que c'est un anion.
Et donc, on va remplir le tableau. Combien de protons? Ça, on ne peut jamais y toucher. C'est 8. D'accord? Combien de neutrons? J'ai 16 nucléons en tout. Donc 16 moins 8, il m'en reste 8. C'est là que ça va changer un petit peu. Si ça avait été neutre, j'aurais eu 8 protons. Mais vu que j'ai 2 électrons de plus, parce que je suis en négatif, c'est-à-dire que c'est les électrons qui ont gagné, c'est-à-dire que j'ai gagné 2 électrons. Donc j'en ai 8 plus 2. J'ai donc 10 électrons. Ouais. De toute façon, je vais vous donner des exos et puis il n'y a que comme ça que ça rentre. Et donc, pour l'instant, ce chapitre, il n'est pas très compliqué. On a juste parlé des atomes, des protons, des électrons, etc. Mais vous doutez bien qu'il y a des règles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire... Ouais, c'est ça, il faut juste comprendre. Pour le moment. Par contre, quand on va commencer à parler un petit peu du tableau périodique, vous allez voir que le tableau périodique, c'est pas fait n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des règles de remplissage, il y a des règles pour les électrons, ils ne se mettent pas n'importe comment en bordel. Sur mon dessin tout à l'heure, je vous ai montré les électrons qui tournaient vite fait autour du noyau. En réalité, ils ne vont pas se mettre n'importe où, n'importe comment. Ils vont se mettre selon ce qu'on appelle des orbitales, mais bon, on en parlera plus tard. Et en fait, ils vont s'arranger dans des espèces de cases. Et donc, on ne pourra pas faire n'importe quel ion à partir de n'importe quel atome. Oui, ne vous inquiétez pas, on fera le tableau. Déjà, le tableau, on va déjà le construire ensemble en TP, histoire que vous compreniez bien comment ça marche. Et après, je vous le donnerai en imprimé, il n'y a pas de souci. On est bon? Des questions? Alors, justement, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas vous embêter avec ça, mais en fait, en chimie, toute la chimie que vous faites, c'est toujours de la chimie qui va modifier le nombre d'électrons. On ne peut pas toucher au nombre dans le noyau. Et comme son nom l'indique, une réaction nucléaire, en fait, c'est une réaction qui va venir modifier le noyau de l'atome. Et dans ce cas-là, modifier le noyau d'un atome, c'est très compliqué. Et il faut des énergies colossales. C'est pour ça qu'une bombe nucléaire, on ne pourra jamais en faire au labo. Est-ce que vous pourrez envoyer imprimer? Bien sûr, vous l'aurez en imprimé aussi. Vous en aurez un que vous rentrerez vous-même, vous remplirez vous-même avec vos petites mains et vos petits stylos. Et ensuite, je vous en donnerai un imprimé nickel avec toutes les infos, etc. dessus. On fait comme ça? Donc, je résume. Là, on s'arrête là pour le cours. Par contre, je vous envoie peut-être tout de suite là des exos à faire. D'accord? Donc, faites-les. Et normalement, je ne sais pas, vous avez des infos ou pas, vous, pour la rentrée? Non, j'ai pas d'infos encore. Est-ce que on est censé se voir lundi ou pas? Je ne sais plus. Monsieur? Ouais. Mais monsieur, on va reprendre complet, non, nous? Je pense pas. D'après ce qu'il a dit, c'est qui a parlé là? C'est Castex? Blanquet. Ouais, Blanquer, enfin Blanquer. bref, l'un ou l'autre. D'après ce qu'ils disent, on reprend en demi-jauge. Donc théoriquement, non. Normalement, vous reprenez en demi-jauge. Donc c'est-à-dire qu'on va se voir qu'à mi-temps, comme d'habitude, quoi. Si c'est ce qu'ils ont Mais fait, hein. monsieur, j'ai pas entendu. On va reprendre en demi-jauge. Monsieur. Donc théoriquement, Pas ça. Genre, vous avez Ouais. Vous avez dit, je vais vous envoyer, et Des après, exos. j'ai pas entendu. Ah, Oui, si vous voulez, je vous l'envoie en Word. Ok. D'accord, je vous envoie. Donc, je raccroche. Enfin, je raccroche. On arrête le cours. Je vous envoie des exos à faire cette semaine. On corrigera lundi si on se voit en présentiel. Sinon, si c'est en distanciel, on fera lundi aussi. De toute façon, on verra bien comment ça se goupille. C'est quoi, Il faut monsieur, les vraiment que vous exos? le fassiez. De quoi? C'est quoi les exos? Je vais vous les envoyer. Monsieur, la feuille que vous venez de remplir, vous pourrez nous la donner en papier à la rentrée? Enfin, quand Vous voulez que on je vous revient. l'envoie? Je peux vous l'envoyer en PDF rempli si vous voulez. Je vous l'envoie en Word, en PDF complété, et puis je vous envoie les exos. Je vous envoie tout ça. C'est à demi-temps, c'est à demi-jauge. mais- Demi-jauge, oui, je pense qu'on va fonctionner un peu comme on fonctionnait avant. Bonjour monsieur. Oui. Monsieur, mais
ce sera en demi-jour, c'est-à-dire une semaine sur deux, ou bien en demi-classe? Bah, moi, je pense qu'on va. Bah, en fait, Bah, le demi-jauge, ça veut dire que les lycées ont la liberté de faire comme ils veulent. Mais il faut que vous soyez présent que la moitié du temps. Donc, en faisant comme on faisait avant, a priori, ça le fait. fais danser les bébés, tu tapes la logique. Donc, ce sera pas la classe divisée par deux, logiquement, ce sera Moi, logique, du coup. bah, on pourrait, mais ce serait compliqué de tout remettre en place comme ça. Et vu que jusqu'à maintenant, ça marchait pas trop mal. Enfin, ça marchait pas trop mal. On a un peu habitué à fonctionner comme on faisait jusqu'à maintenant. On va peut-être continuer comme ça. D'accord. Parce qu'on peut pas revenir tous en temps complet. Bah, d'après ce qu'il dit le Castex, non. D'après ce que j'ai entendu, non. Après, est-ce que le rectorat autoriserait ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien précisé que c'est en demi-groupe. D'accord. Surtout que là, la situation sanitaire, elle fait que on n'est pas du tout. On est même pire qu'avant les vacances. Ok. Faire classe dehors, oui, théoriquement, mais on va pas pouvoir, je crois. Mais bon, on ouvrira les fenêtres, ça fera un peu comme de la classe dehors. Bon, de toute façon, on verra comment ça va se goupiller, j'en sais rien. On va voir, je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. De toute façon, je pense que vous en aurez comme nous, hein. Ok, donc je vous envoie le fichier en Word, le fichier en machin, en PDF complété et les exos à faire. C'est comme ça? Allez, super. Bon, du coup, je vous laisse. Bon après-midi, bonne continuation visio, bonne journée à vous. Et puis, n'oubliez pas de faire les exos dans la semaine, quand vous avez le temps. Au revoir, bonne soirée.